Ok, donc je vérifie que tout est bon, le son est bon sur le micro. Ok, bon, du coup, bonjour, bonsoir à tous. Alors, regarde. Ah, il y a des gens qui nous suivent. Alors, il y a du monde sur les Twitch, hein, vous pouvez tous dire bonjour. Il y a du monde. Bonjour Twitch. Toute proportion Bonjour gardée. Twitch. Bonjour Twitch. Alors, du coup, cette séance est prévue par Erwan et moi. Normalement. On a fait une petite liste de choses à vous dire, donc c'est pas la séance officielle de commencement. Ça on prévoira ensemble quand est-ce qu'on commencera. Du coup, c'est une présentation générale des mécaniques et tout ça du jeu. Un peu, alors qu'est-ce qu'on a marqué d'autre? On a marqué la durée du truc. On va présenter un peu l'univers dans lequel on va se trouver. Et à la fin, on va finir par. Non, on va finir. Pas tout de suite. On fera d'abord une petite présentation des classes et tout ça. On pourra vous expliquer comment faire vos fiches de perso. Si vous avez des questions et tout comme ça, on y répondra. Et on finira sur la petite intro de comment débute l'histoire. Et on terminera là-dessus, si ça vous va. Est-ce que tu as... J'ai cru que t'allais dire petit apéro. Non, petite intro. Est-ce que tu as le texte de l'intro quelque part? Parce que ça, j'ai pas pensé à préparer. Mais... Ok. Du coup, alors, pour une présentation un peu générale des jeux de rôle, alors, qui est-ce qui a déjà... Enfin, je crois que tout le monde en a déjà fait, à part Cassandre, je connais pas très bien juste ton passé en tant que jeu de rôle, mais... J'ai voulu faire un jeu de rôle Warhammer. J'ai pas tout compris. C'était un peu dur. J'ai un peu trop bien perdu. Et sinon, à part ça, Andorre. Ok. Bon, alors du coup, ça va être... Les mécaniques sont assez classiques, hein, franchement, et pas trop compliquées à prendre en main. Alors, pour commencer, du coup, déjà de base, quasiment tous les tests vont se passer avec des 100. Donc, c'est des pourcentages de réussite. Donc, en gros, à chaque fois que... Enfin, si vos stats vous disent que vous avez 85% de chance de réussir un jet de force, vous lancez un D100, et si vous faites moins de 85%, c'est que c'est réussi. Ça va? On parle. C'est vrai, Cassandre? Ça a l'air dubitative. Oh, c'est bon. Ok. C'est bon. On a fixé avec Erwan les échecs critiques et succès critiques à 5%. Donc je sais pas si tu sais ce que c'est, mais en gros, si tu fais entre 1 et 5, c'est un succès critique, donc il va y avoir une réussite extraordinaire de ton action. Et du coup, on décrira comment ça se passe, mais du coup, c'est une grosse réussite de ton action. Et si tu fais entre 95 et 100, alors attends, du coup, j'ai un problème avec les intervalles, c'est de 1 à 5, c'est ça, et de 91 à... Ah non, 96 à 100, ouais, c'est ça. Donc si tu fais entre 96 et 100, c'est un échec critique, et du coup, là, au-delà de rater ton action, tu la rates très gravement, et en général, il y a des dommages collatéraux, des blessures, ce genre de choses. Voilà. Au niveau... Alors, on va peut-être faire un... Alors, j'en ai mis les langues parlées, mais ça fait peut-être partie de l'univers, ça, du coup. Ouais. Sur les gains d'expérience, donc on a fait un système de gains d'expérience quand même, assez classique. Alors, on s'est inspiré de pas mal de jeux qui existent déjà, mais en gros, il y a 20 niveaux que vous pouvez obtenir. Vous débutez niveau 1, et la croissance des niveaux, c'est une courbe exponentielle, donc c'est de plus en plus dur de gagner les niveaux, mais vous gagnez de plus en plus d'XP. Donc voilà, donc c'est tous les trucs basiques, c'est les mêmes mécaniques que Dofus ou ce genre de choses, tu vois. Donc c'est assez basique à ce niveau-là, mais donc il y a quand même des gains d'XP que vous gagnez automatiquement à chaque fois que vous battez un chef. J'étais pas sûr de conjuguer correctement celui-là. À chaque fois que vous battez un monstre, il y aura le gain d'XP dépend du nombre de monstres et du niveau du monstre. Donc vous gagnerez des XP à ce niveau-là. Et ensuite, de manière un peu moins automatique, si vous faites des actions particulièrement réussies par intelligence, ou si vous avez de la stratégie ou ce genre de choses, si on estime que que ça mérite de l'expérience. Suffisamment impressionnant pour gagner de l'expérience, vous en gagnerez. Tu fais pas un système d'avantage? Si, il y a un système d'avantage. Donc ce sera marqué sur la fiche de perso.
Alors je sais pas si c'est ça que tu appelles comme ça, mais en gros, si vous avez une fulgurance à un moment ou un coup de génie, vous pouvez avoir un bonus avantage qui vous permettra de réussir un dé raté plus tard. Qu'on vous donne, donc c'est un point, je sais plus comment l'appeler, un point instinct ou un truc comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Et bon, c'est assez rare en général, mais si jamais vous arrivez à déceler un piège qu'on vous a tendu et que vous n'aviez aucun indice et que vous avez tenté un truc et ça a complètement déjoué le piège ou ce genre de choses, vous avez des bonus instinct à ce niveau-là. C'est les 2 maximum, on a limite, je crois. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà. Ensuite, une note importante, dans ce jeu de rôle, vos personnages sont mortels. Donc c'est pas comme un Donjon Dragon ou genre Nalbuck et tout ça, où les personnages ils peuvent difficilement mourir, il y a toujours un truc qui arrive pour les sauver. Là, vous avez intérêt à faire vraiment attention à ce que vous faites. Ouais, non, mais enfin, c'est difficile, quoi. Si tu veux que ça continue, quoi. Enfin, voilà. Donc là, il faudra vraiment faire gaffe à ce que vous faites, parce que vos personnages sont mortels. On a prévu des situations de telle sorte à ce que vous puissiez mourir, quoi. Donc, voilà. Ouais, c'est pas toujours. Ensuite, j'ai pensé à un truc en me disant... donc il y avait la durée... la durée du jeu de rôle, alors en fait elle n'est pas vraiment fixée, mais comme on a pensé le jeu de rôle un peu comme un monde ouvert de jeux vidéo, il y a des quêtes qui sont... Enfin, il y a une trame principale qui est relativement longue quand même, et il peut y avoir plein de petites quêtes secondaires qui n'ont pas rien à voir avec l'histoire, mais qui peuvent servir soit à gagner des informations que vous auriez loupées, à gagner de l'expérience ou à gagner... des objets ou ce genre de choses, quoi. Ce sera des quêtes que vous ne serez pas obligé de faire, mais qui peuvent aider, quoi. Donc la durée, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, mais ça peut durer. Ça va pas durer un mois, quoi. Ouais, voilà, en 3 séances, ce sera pas terminé, quoi. Voilà. Dernier point un petit peu particulier, comme vous êtes des mélanges entre des races mythologiques et des dieux, on a décidé de ne pas créer d'armure du tout dans ce jeu. Donc vous avez des armes qui peuvent être vendues, achetées, tout ça, mais les armures n'existent pas. Alors, je vais retomber dans un puits dans le noir. Donc il y a une petite référence à un jeu de rôle. Personne ne fait ça, Jacques. Jamais. Donc, voilà, donc vous ne pouvez pas acheter d'armure, ni vous protéger quelconque manière que ce soit. Alors, il y a quand même des petites subtilités. Vous pouvez avoir des domestiques, ou des animaux domestiques, pardon. Ouais, c'est des animaux domestiques ou des compagnons, tout ça, qui eux peuvent avoir des armures, mais vous non. Et puis vous pouvez enchanter certains objets et tout ça pour être plus stuffé niveau défense, mais par contre... Vous n'aurez pas besoin d'armure de toute façon, ouais, non, vous êtes suffisamment costaud, quoi. Ouais, normalement ça devrait le faire. C'est tout, je crois, pour la présentation générale. Est-ce que tu vois autre chose? Moi dans mes notes, j'ai plus rien. Non. Ok, tu veux passer sur la présentation un peu de l'univers? On va marquer donc. Il y a ouais. époque... Alors du coup, la première version, quand on vous avait parlé du jeu de rôle, on vous avait dit que c'était potentiellement de la mythologie qui se passait à l'époque contemporaine. On a abandonné ce concept. Ça se passe pendant la Grèce antique. Et alors comme c'est une histoire qu'on a inventée de toutes pièces en nous inspirant de ce qui existe déjà évidemment en termes de mythologie, on a fait des choix. Donc comme pour n'importe quel mythe, il y a différentes sources qui ne s'accordent pas forcément toutes. Au bout d'un moment, nous, on a fixé les choses, on a dit qu'on choisissait telle version. Et voilà, donc des fois, par exemple, des dieux ne seront pas l'enfant de tel dieu et tel autre dieu que vous connaissez, mais d'autres choses. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont pas des vrais couacs, quoi. Du coup, juste on a fait des choix. Et il y a d'autres choses aussi, c'est que au niveau de la chronologie, c'est un peu bizarre parce que vous êtes en plein dans l'époque où les mythes se déroulent. Du coup, c'est un peu compliqué de savoir où vous vous situez. Est-ce que tel héros a déjà accompli ce fait d'armes ou pas, etc. Donc, on sait qu'il va y avoir des incohérences. Vous allez peut-être rencontrer des personnages qui sont censés déjà avoir été tués, par exemple, des choses comme ça. On le sait, mais on a fait le choix de dire, c'est pas grave, ce sera une incohérence, et puis quand même, c'est stylé de voir des mecs, même s'ils sont déjà censés être morts depuis plusieurs centaines d'années, tant pis, quoi. Juste, c'est pas cohérent, mais on s'en fout, c'est classe quand même. Du coup, oui, alors, vous êtes dans un monde mythologique grec, hein.
On n'a pas précisé, mais donc c'est le Panthéon olympien. On l'a précisé? Ouais, on l'a précisé. On l'a probablement précisé. Ouais, sur un moment, je pense. Donc c'est le Panthéon olympien avec donc des légendes que vous connaissez, des légendes que vous ne connaissez pas, et d'autres qu'on a clairement inventées de toutes pièces, mais qui sont vraiment très stylées, qui mériteraient d'apparaître dans les livres d'histoire. En tout cas, on a gardé la mentalité mythologie grecque quand même, donc on a créé Ouais. les mythes en plus, voilà. Donc ça reste dans l'univers. Voilà. Au niveau des cartes et des langues. Oui. Alors du coup, on a, on dit qu'on a les trois. Ouais. Ok, donc vous allez pouvoir évoluer, enfin vos personnages vont pouvoir évoluer dans 3 mondes différents. Ce qu'on a appelé l'Overworld, donc le monde des humains en Grèce antique. Donc on a fait la carte nous-mêmes, donc de la Grèce avec. Je l'ai préparé tu l'as- normalement. tu l'as Enfin, bah oui, ils pourront pas le voir, mais. Vous aurez qu'à regarder Twitch. Donc c'est une carte de la Grèce dans laquelle on a indiqué les villes dans lesquelles vous pourrez vous rendre pour les différentes quêtes, qu'elles soient principales ou secondaires. Vous allez aussi avoir les enfers dans lesquels vous pourrez aller et vous promener plus ou moins à votre guise. Et le dernier monde, ce sera le monde, l'Olympe, le monde olympien, où vous aurez le royaume des dieux, tout simplement. Donc vous aurez ces trois cartes-là qui existent. À disposition. Alors ce sera pas coupé, un coup ce sera l'Olympe, l'enfer, et enfin ça terminera sur l'Olympe. Vous pourrez à un moment switcher entre tous les trucs, quoi. Vous voyagez de l'un à l'autre. C'est pas des chapitres, quoi. Voilà. Les langues et les races. Les langues. Alors on a défini quelques langues à parler. Donc il y a la langue commune que les humains parlent entre eux. On a considéré qu'il n'y avait qu'une seule langue. Il n'y a pas de. Enfin, on va pas parler espagnol d'un côté. Et C'est du allemand de grec, l'autre, ouais, tu parles grec. Ouais, tout le monde parle grec, ouais. Donc c'est la langue commune. Il y a aussi une langue commune animale, parce que les animaux, on a décidé qu'ils parlaient entre eux, parce qu'ils sont sympas. Vous avez la langue des bovidés, donc qui reprend tout ce qui est... donc vous pouvez parler plusieurs langues. Donc par exemple, on dit que les bœufs, par exemple, ils parlent la langue commune animale et la langue des bovidés. Et bovidés, donc ça comprend tout ce qui est les vaches, là, et aussi tout ce qui est caprin, donc les chèvres, les boucs, les machins... les satyres. Vous avez la langue équidée, donc les chevaux, les centaures. Vous avez la langue des profondeurs. On voit pas, on en dit plus ou... Bon, tout ce qui est marrant, grosso modo. Ouais, voilà, tout ce qui est marin. La langue oubliée et le parler pourpre. C'est un Disney, quoi. C'est un Disney. Bien, ouais. Donc voilà pour ce qui est des langues. Tu m'avais dit quoi aussi? Les races, ouais, plus ou moins de ce qui existe, quoi. Du coup, les races, en dehors des créatures que vous allez pouvoir rencontrer pendant le jeu de rôle, vous les avez déjà vues. Vous avez les humains. Mais attends, mais de toute façon, ça, on va le décrire après. Enfin, je Ouais, pensais juste du coup, grosso modo ce qu'ils pouvaient croiser. Ouais, des humains, des centaures, des satyres, des nymphes, et ensuite différents animaux, sangliers, cerfs, cheval, et ensuite des créatures dont on ne vous dira rien. Voilà, vous allez. Alors, on a pris le parti de vous faire rencontrer quand même, pour que ce soit un peu intéressant, des personnages qui, justement, parce qu'ils parlaient des incohérences d'époque, mais on a trouvé que ce serait un peu dommage de partir sur le choix, par exemple, de rencontrer leurs enfants pour que l'histoire soit cohérente et tout. Donc, normalement, vous rencontrez des vrais personnages mythologiques. Si à un moment il y a Hercule, ce sera pas le fils d'Hercule, quoi. Genre, ça sera vraiment. Donc c'est-à-dire que si un personnage vous dit « Ah oui, je connais les travaux d'Hercule » et que plus tard vous rencontrez Hercule qui du coup est censé être mort, c'est pas nous qui me sommes trompés, on le sait, mais on a décidé qu'on s'en battait un peu les couilles. Voilà. Voilà. De toute façon, il a tué son fils Hercule. Il y a deux choses importantes à l'intérêt de ça. Ouais. Et l'importance Ouais. sociale Et du de ça. coup, oui, donc on sera deux pour 2 MJ juste pour ce jeu de rôle. On a fait ce choix parce que déjà on est 2 à le faire, donc enfin voilà. Et aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir un petit peu mieux animer tout ce qui est quand vous êtes séparés par exemple, ou quand il se passe quelque chose pour un seul personnage et pas les autres, qu'il y ait un peu moins, en tout cas qu'on essaye de réduire ce moment de latence où il y a des joueurs qui juste font rien pendant que le MJ s'occupe juste d'un seul joueur ou des choses comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros parfois vous pourrez très bien être 2 avec Tanguy et 2 autres avec moi et à faire des choses complètement différentes. Et puis surtout qu'on a pensé l'histoire aussi pour qu'il
il y a des moments où certains personnages que vous jouez ressentiront des choses que les autres ne ressentiront pas, Voilà. verront des choses que les autres ne verront pas, et du coup, on a fait en sorte que du coup, il y aura un MJ qui expliquera le côté de l'un et l'autre MJ qui expliquera le côté de l'autre, quoi. Et enfin, les choix que vous allez faire dans l'histoire ont une importance. Un petit peu comme à la mode, là, tous les derniers jeux vidéo où vos choix vont influencer l'histoire, c'est le cas aussi ici. Donc, C'est juste que sur les jeux de rôle. oui, c'est vrai, oui. Mais là, on va dire que l'histoire en elle-même va vraiment être impactée par vos choix, quoi. On a prévu plusieurs chemins de fil rouge, on a prévu plusieurs fins, on a prévu plusieurs choses, donc... Voilà. Donc, faites attention à ce que vous faites, en tout cas faites-le consciemment, quoi. Faites des choix en votre âme et conscience, en ayant à l'esprit que ça va influencer le jeu. Voilà. C'est à peu près tout. Après, on fait une petite partie sur l'économie rapide. C'est un truc assez classique. Ouais. Juste au niveau de l'argent, c'est réparti de tranches de 10 en 10. Ça passe par donc, les pièces de cuivre en premier, ça. Ouais, pièces de cuivre. 10 Ensuite, pièces de cuivre font une pièce d'argent. Ensuite, on a les pièces... Ça passe directement là. Ouais, puis 10 pièces d'argent font une pièce d'or. Ensuite, les pièces de platine. Et enfin, la suite, vous verrez. Voilà, mais en gros, ça, c'est l'argent que vous verrez le plus souvent. Donc, c'est entre le cuivre et le platine. Voilà, est-ce qu'il y a des questions déjà sur l'univers ou des qu'est-ce qui se passe ou des... Non je pense que vous allez lire la création de personnages plus tard. Ouais, là, c'est c'est la prochaine étape. Très bien. Alors on va peut-être commencer par présenter du coup les différentes classes et les... Ouais, sinon il faut que je fasse un big up à Pauline du 56. Bisous à toute la fac de Lorient. Pourquoi continue le truc. Alors attendez, j'essaie juste de régler un problème avec mes diapositives, je sais pas pourquoi il s'arrête pas. Pourquoi il s'arrête pas? Tu comprends toi? Ah regarde là il y a un timer, quand je mets pause, ça s'arrête pas. Non, je ne sais pas. C'est insupportable en fait. Tu peux ouvrir le PDF sinon je l'ai mis en PDF. Ah bah voilà c'est bon. Ah, mais en fait c'est parce que j'étais pas sur le bon truc. Ok c'est bon. Alors du coup, alors je vais juste l'afficher ici. Sort des garages et ça... c'est bon. Ok. Du coup, au niveau des... Peut-être le partager sur le Meet. Comment? Peut-être le partager sur le Google Meet. Ça va être compliqué ça en fait. Moi j'ai que Tu peux deux pas écrans. partager les deux. Ouais, je suis pas sûr. Vous avez c'est un PDF que t'as mis? Ouais, j'ai mis un PDF sur le groupe L'âge sombre. Si vous pouvez l'ouvrir, c'est pour revoir juste ensemble les classes. Yes, super. Et quoi? J'ai pas entendu. Et ça, c'est ouvert. Ok. Vous dites quand vous avez le truc prêt. Parce que par rapport à la dernière version, on a fait une refonte quand même parce qu'il y avait des incohérences à droite à gauche, mais du coup préciser à quoi ça sert à quoi un peu. C'est bon. C'est bon? Benjamin et Cassandre, c'est bon aussi? Un instant. Ah, j'arrive. Version 11. Oui. Ah, j'ai laissé la version. Et encore, on a retravaillé sur des versions, c'est peut-être bien la version 20. Ben oui, mais ça fait 2 ans. Hein. C'est bon pour moi. Benjamin? C'est good. Ok. Ok. Alors, donc, première race que vous pouvez... Ah oui, du coup, je vais peut-être repréciser que du coup, en fait, les héros là sont des enfants d'une créature et d'un dieu. Donc, ils ont des capacités à la fois des races et à la fois des dieux en question. Donc, c'est séparé en deux. Alors,
commencer? Vas-y, les centaures, c'est ton kiff. Ah bon. Alors du coup, donc on a les centaures, donc qui ont la particularité d'être donc de succomber facilement à leur instinct animal, ce qui leur confère du coup ce qu'on a mis nous en un pouvoir assez faible, parce qu'ils ont du mal à contrôler leur partie animale, mais les gros avantages qu'ils ont du coup sont la force et la constitution, avec une intelligence somme toute correcte, et une concentration. Alors la dextérité n'est pas très élevée, mais elle sera compensée pour des actions de vitesse ou de saut, ce genre de choses, parce que bon, bah, c'est quand même un centaure. Voilà, donc il est surtout très faible en pouvoir, pas très élevé en dextérité, parce que bon, il y a quand même des sabots. Et une concentration, bon, bof. Au niveau de sa taille, il est quand même assez grand, ce qui va jouer sur la vie de votre personnage. À savoir que les PV de votre personnage sera calculé de la taille plus la constitution divisé par 10. Donc comme il a quand même une grosse constitution et il est assez grand, vous aurez quand même pas mal de vie. Au niveau des points de mouvement, du coup il a 10 points de mouvement, ce qui est relativement rapide quand même pour un joueur. En gros, un humain, un déplacement normal, c'est entre 5 et 6. J'ai augmenté le dragon. Et donc voilà. Les langues parlées, donc c'est l'équidé et les langues communes. Dés de vitalité, ce sera les dés que vous pourrez lancer pour récupérer vos points de vie ou pour augmenter vos points de vie à chaque niveau. Voilà, au niveau des combats, donc il a des armes avec des armes de tir. S'il a des armes de tir, il a un bonus de 2, et des armes de corps à corps, il a un bonus de 4. Les dieux de prédilection. Alors, on a pour chaque personnage, il y a un dieu de prédilection et un dieu proscrit, entre guillemets, c'est-à-dire que parmi tous les dieux qui vous sont présentés, si vous avez croisé avec un dieu quelconque, bah, vous avez ni bonus ni malus. Si vous avez croisé avec un dieu de prédilection, ça veut dire que c'est assez logique qu'un centaure, par exemple, une centaure se soit amourachée avec Arès. Du coup, c'est assez logique, et du coup, vous gagnez un bonus. Là, par exemple, le coup de traite, qui est un coup critique systématique en cas d'attaque inattendue due à la relation de confiance. D'accord? C'est un peu bâtard ça, mais voilà. Par contre, si vous décidez de choisir un dieu que nous on a marqué proscrit, vous avez le droit, mais vous avez un malus parce qu'on estime que c'est pas très cohérent qu'un centaure l'union est un peu bizarre, et du coup pour chaque créature il y a un bonus et un malus. On considère qu'en gros la personnalité du centaure, là, par exemple, ça colle pas avec la personnalité d'Athéna. Par contre ça colle bien avec la personnalité d'Arès. Très ouvert tout ça. Pardon? Pas très ouvert tout ça. Mariage. Ah non, mais rien ne t'empêche de le faire. Tu sauras juste que tu auras un malus. Voilà. Parce que tu es une erreur de la nature. Voilà, sache-le. Ok, bon, prochaine. Donc là c'est des caractéristiques plus précises. Donc ça, c'est les caractéristiques générales, entre guillemets. Bon, du coup, on a marqué primaire. Donc elles seront à multiplier par 5 pour avoir un descend, justement, parce que là, elles sont sur 20. Donc du coup c'est les caractéristiques plus précises, donc c'est quasiment celle-là que vous allez utiliser tout le temps, sauf cas exceptionnel où on estime que c'est pas assez représentatif ici, on vous demandera de faire un jet de force ou autre chose. Mais du coup voilà, donc là c'est décrit plus en détail. Donc il y a des parfois où il y a des grosses remises à niveau. Donc par exemple pour la rage, le fait qu'il avait un pouvoir faible, il a fallu compenser parce que le fait de pouvoir se mettre en rage pour un centaure, c'est pas déconnant. Donc vous avez des gros bonus de 30% sur ce genre de choses. Mais bon, en gros, vous calculerez ça et puis vous verrez à combien se trouvent vos caractéristiques. Le message de fond, c'est démerdez-vous. Hein. Bah non, ce sera des lancers de dés, ça, on fera ça après. Ok, au niveau des aptitudes du centaure, donc tous les niveaux, vous gagnez quelque chose, une capacité qui est détaillée ici. Bon, je vais pas tout lire, mais en gros, il y a un truc qui est commun à toutes les races, c'est tous les 4 niveaux, vous avez des améliorations de caractéristiques, c'est-à-dire que vous avez le droit de disposer de 5% à répartir où vous voulez
parmi les caractéristiques précises là. Donc 5% 5% pour le 4e niveau, 6% pour le 8e niveau, 7, 8 et 9 et ainsi de suite. La seule règle, c'est que vous n'avez pas le droit d'entamer la partie d'échec critique. Donc vous n'avez pas le droit de monter au-dessus de 95% pour qu'il reste une tranche d'échec critique possible. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Ok. Pour les satires, donc les satires au niveau de la part animale, c'est à peu près pareil que les. Remarque, je vais peut-être faire celui-là. Vas-y si tu veux. Mais, au niveau de la part animale, c'est à peu près pareil que les centaures, donc un pouvoir assez faible. Ce qui rend le satyre attrayant pour vos personnages, c'est le côté un peu fourbe, donc il a une intelligence quand même relativement élevée, une grosse dextérité et une concentration aussi plutôt pas mal, ce qui lui permet d'avoir, on verra dans les spécifications plus précises qu'au niveau supercherie et tout ça, il a des avantages, parce que donc il est intelligent mais un peu fourbe. Au niveau du mouvement, on est sur 7. De vitalité, c'est beaucoup moins. C'est 1 de moins, 1 D4 de moins, non 2 D4 de moins que le centaure. Bon voilà, pour le combat, c'est arme légère, un bonus de 2, et les armes de corps à corps, un bonus de 1. Le dieu de prédilection, c'est Artemis. Pourquoi il y a un serrant en plus là? Ouais, c'est pas grave. Donc un bonus instinct des plantes. Et les dieux proscrits sont Athéna et Aphrodite, qui donneraient un mélange assez chelou. Donc voilà pour les classes plus précises. Donc voilà, par exemple pour la supercherie, il y a un gros avantage. Pour l'équitation, par exemple, il y a un gros désavantage parce que c'est un bouc quand même au niveau de tout ce qui est jambière. Voilà, donc ça devient compliqué. Et voilà, donc pour l'athlétisme, pareil, il y a un bonus. Il est bon en commerce aussi, parce qu'on considère qu'il est un peu roublard et tout, donc il se fait pas facilement avoir et il dégote les bonnes affaires, des trucs comme ça. Ça reste assez moyen si tu regardes après avec le charisme au niveau du commerce. Enfin, il connaît un peu les prix et tout ça, mais par exemple, pour acheter des trucs comme ça, il n'est pas forcément avantagé par le commerce. Par contre, s'il veut compenser, il peut essayer d'arnaquer avec de la supercherie. Voilà. Mais le commerce, c'est des échanges honnêtes, donc c'est pas non plus sa spécialité non plus, quoi. Voilà, pour les satyres, bon, je vous laisserai lire les différents avantages. On a les nymphes ensuite. Donc les nymphes sont plus, ça fait un peu cliché mais bon, elles sont plus dans tout ce qui est intelligence, soins, etc. Alors on a défini 5 types de nymphes, il me semble, que vous pouvez retrouver en annexe. On a les nymphes sylvestres. Les nymphes. Non, plus, en gros, il y a l'eau, le feu, le vent et la terre. Vous avez les 5 éléments. Ouais, c'est ça. Eau, feu, vent, terre et autre chose aussi. Non, Sylvestre, c'est ce que tu comptes terre? Ouais. Bois. Bah, il y a peut-être la roche ou je sais plus quoi. Ouais, on verra à la fin. Une nymphe des roches, il me semble, c'est ça. Donc, elles sont assez grandes quand même. Hein, vous voyez, au niveau de la taille, c'est pas dégueu. Et elles ont un avantage aussi au niveau de leur... alors, ça compte pas dans la constitution, mais ça compte dans les PV. Elles ont plus 3 PV déjà de base. Et elles ont une concentration donc, et une intelligence qui sont assez élevées. Alors, elles parlent la langue commune et en fonction de leur spécialité, si elles sont du coup nymphes des bois, nymphes de l'eau, machin et tout, elles ont potentiellement une autre langue qu'elles peuvent parler. Leur dieu de prédilection c'est Artemis Apollon, parce que c'est des BG. Et leur dieu proscrit c'est Arès, parce que les nymphes elles sont pas trop dans la violence quand même. Ok. Voilà. Donc au niveau des caractéristiques de classe, le truc notable, c'est... Ouais. Au niveau de la séduction, elles sont pas mal. Supercherie, elles sont nulles. Et c'est pas équitation, équitation, elles sont elles savent monter un cheval, et en discrétion elles sont pas mal. Bon voilà, c'est un peu c'est des nymphes. Hein. Voilà. Ouais. Et du coup, donc il y en a certains, donc on a mis un astérisque. Alors je sais plus sur quel, ouais voilà, choix de nature, et il y a des avantages selon la nymphe que vous avez choisie. Suivant sur quel terrain vous allez être, si c'est en accord avec votre nymphe, vous pouvez avoir des avantages. Voilà. Alors les humains du coup, ils sont un peu moyens partout,
Le seul truc où où c'est les plus forts en fait, c'est en termes de pouvoir. Parce qu'on a considéré que en fait les humains c'est les créatures qui ont le plus de foi, qui ont le plus de la capacité à engorger du pouvoir en fait. Et c'est autant magique que politique entre guillemets. Enfin, ils sont aussi. Qu'est-ce que c'est exactement ce que vous appelez le pouvoir? Bah, vous verrez par la suite, mais donc justement, ce que je dis, c'est à la fois pour la gestion de la magie et à la fois pour le pouvoir, genre la conquête, le fait d'être, enfin, de galvaniser les foules. Enfin, il y a un switch entre côté politique et côté magique, quoi. Voilà. On a regroupé un peu tout ça là-dedans. Et il y a une notion, ouais, je sais pas trop comment expliquer ça, mais Ouais. là, comme on est quand même dans un univers mythologique, la religion des personnes ont de l'importance. Et du coup, on estimait que aussi, comme disait Erwan, les humains sont ceux qui sont le plus touchés directement par les dieux, et ceux qui ont le plus de foi, ceux qui racontent leurs histoires et tout ça. Et du coup, ça va jouer aussi pas mal dans l'histoire, parce que le culte a une importance primordiale dans la mythologie, quoi. Voilà. Pareil, faut que tu précises, hein. Et alors du coup, on a mis dieu de prédilection, dieu proscrit, etc. On n'a rien mis parce que, justement, les humains sont capables de choisir eux-mêmes leur culte. Donc en annexe, on a mis le culte que vous pouvez choisir d'adorer et celui que vous pouvez choisir de détester. Voilà. Il y aura des bonus associés, malus associés. Ils parlent juste la langue commune, les humains, parce que c'est des humains, quoi. Pourquoi soucier de notre peuple? Du coup, ils sont forts en équitation, En équitation, parce que les humains, c'est bien. En Navigation, ils sont pas mauvais non plus. Ouais, et en navigation, donc tout ce qui est maîtrise des cordages, navigation. Alors de la guerre aussi, parce qu'ils ont une grosse intelligence, et un plus 10. Bon, voilà. Comme il dit. Des trucs d'humains, quoi. Alors, on a mis une petite subtilité aussi entre justement persuasion et supercherie. On a mis un malus de 10% à la persuasion si vous choisissez l'orientation, alors l'alignement chaotique. Alors, je sais pas si Cassandre, ça te parle l'alignement ou pas? Non, absolument pas. Je connais pas très bien Warhammer en fait, donc je sais pas si ça existe dessus. C'est en gros, pour l'alignement, tu dois choisir. Alors je sais plus c'est quoi, peut-être que Benjamin saura répondre, mais le nom des deux grandes catégories là, entre côté loyal. Entre chaotique et loyal, et entre bon et mauvais, quoi. Ouais, bon, en gros, tu dois choisir entre trois choses en caractéristique 1 de l'alignement, c'est soit bon, neutre ou mauvais. Ça, c'est juste savoir comment tu te comportes habituellement, si t'es plutôt penché vers le mal, penché vers le bien. Et la deuxième partie, c'est au niveau de ta loyauté, donc tu as le choix entre loyal, neutre ou chaotique. Et toutes les combinaisons sont possibles, hein, mais donc si tu es loyal mauvais, par exemple, tu peux. Ça veut dire que tu es quand même assez penché vers le mal, mais une fois que tu as un maître, par exemple, ou que tu as des servants, ils restent fidèles à toi tout le temps, et toi tu restes fidèle. Tu peux être chaotique bon aussi. Chaotique bon, c'est genre quelqu'un qui est porté vers l'aide à autrui, mais par contre, pour s'en faire un allié, il prête allégeance à personne, il est assez solitaire, il est chaotique dans ce côté, quoi. Et donc voilà, toutes les combinaisons sont possibles, et ça c'est à vous de décider ce que vous voulez être, quoi. Si tu tapes exemple alignement sur Google, tu vas trouver plein d'images où il te montre ça avec des personnages tirés de la fiction, enfin des films, des bouquins, des trucs comme ça. Ils vont te montrer en gros, grosso modo, à quoi ça correspond les différents alignements. Bon loyal, bon chaotique, bon neutre, machin, etc. Enfin, donc si tu veux une idée, tu peux trouver assez facilement sur Google. Voilà. Donc au niveau de l'humain, on a mis ça justement. Vous avez un malus de 10% pour essayer de persuader quelqu'un si vous êtes chaotique, parce que la persuasion, il faut être assez honnête pour réussir ce genre de jet. Mais par contre, vous avez un bonus de 10% pour la supercherie si vous êtes chaotique. Donc à vous de choisir ce que vous voulez choisir de ce côté-là. Et on l'a laissé que pour l'humain, celui-là, parce que je trouvais ça un peu marrant. Voilà. Les caractéristiques toujours pareil, hein. Vous lirez, vous nous direz ce que vous préférez. Donc pareil, oui, je sais pas si tu as parlé de ça. Vous avez un style de combat aussi à choisir, que vous verrez aussi en annexe. Je sais plus ce qu'il y a exactement, mais en gros il y a épée, arc. Je me souviens plus. Ça c'est un des premiers trucs qu'on a fait, j'ai un peu oublié. Ça remonte un peu, mais on regardera ensemble de toute façon à la fin. Voilà. Et du coup, la dernière race que vous pouvez incarner, tu veux le... Comme tu veux. Alors la race des cyclopes, qui du coup sont
des gros bonhommes qui cognent Les fort. tanks. Voilà. Donc ils sont un peu nuls partout, sauf la force, où ils sont giga bien montés. La constitution, où Le G maximum, du coup, là, par exemple, c'est 95% de réussite. Hein, donc un cyclope à 95%. c'est ça. 1 des 6 plus 13, ça te fait 19, tu multiplies par 5, voilà, c'est... Toi-même, tu sais. Donc en force, ils sont vraiment stuffés à mort. Constitution, ils sont pas mal non plus. Alors charisme, ils en ont aussi parce que on considère que t'as pas envie de déconner avec un mec de cette carrure. Ça reste quand même assez bas. On va expliquer peut-être un peu plus tard. Oui, mais c'est quand même assez. Par rapport aux autres qu'il a, c'est quand même pas mal. Et du coup en taille aussi, voilà, donc il fait minimum 2 mètres. Et ensuite. C'est lui qui aura le plus de points de vie, hein, si vous choisissez, voilà. en toute logique. Sauf si vous foirez complètement vos dés, les autres là, mais. Oui, parce que vous pouvez faire 1 quand même, mais. Donc il faut entre 2 et 3 mètres. Ouais. Du coup, il parle la langue commune, il est plutôt en style de combat, il est plutôt sur les armes lourdes. Son dieu de prédilection est Héphaïstos, dieu des forges et qui est entouré de cyclopes dans ses forges, etc. Et dieu proscrit, c'est Aphrodite, Hermès, parce qu'ils sont plus dans le... D'ailleurs, Voilà. Malus s'appelle croisement malsain. Hein. On n'a pas besoin d'en expliquer plus. Du coup voilà, alors juste du coup il y a quelques petites explications à faire, du coup peut-être c'est pour Voilà. ça. En art artisanat, il est costaud parce que comme on a dit, les cyclopes normalement ont l'habitude de travailler dans les forges avec Héphaïstos, donc ils sont plutôt doués de leurs mains. Explique ça qui est important. L'intimidation. Oui voilà, donc on a considéré qu'en intimidation ils sont pas particulièrement forts parce que ils sont cons quand même les cyclopes, enfin ils parlent pas bien, ils sont pas suffisamment intelligents pour intimider quelqu'un. Par contre, si ils accompagnent quelqu'un qui tente d'intimider, avoir un garde du corps qui fait 3 mètres derrière toi, forcément ça joue, donc ça filera un bonus de 10% à un allié qui tente d'intimider un adversaire. Donc s'il essaie d'intimider tout seul, a priori il n'a pas énormément de chances d'y arriver, mais s'il est en backup de quelqu'un d'autre, là il fera gagner pas mal de possibilités. Alors, Je trouve que c'est un peu bizarre parce que il y a un gars de 4 mètres qui te regarde droit dans l'œil et qui te dit file-moi tes thunes ou je t'écrase. Oui, mais le problème c'est qu'il faut qu'il arrive à formuler file-moi tes thunes. Parce que justement, par exemple, il y a la langue natale là, elle dépend de l'intelligence. Donc il sait parler la langue natale, mais si on a besoin, donc vous n'aurez pas de problème pour discuter avec les autres, mais si vous avez besoin par exemple d'intimider quelqu'un ou de convaincre quelqu'un ou de discuter tout ça, il va falloir que vous exprimiez correctement et tout, et du coup on a pris l'idée que c'était pas le cas d'un cyclope quoi. Et comme le fait très justement remarquer Jacques, il n'a que 1 des 3 d'intelligence, autant dire que ce n'est pas une flèche. Bon voilà, donc c'est le parti qu'on a pris, voilà. Mais il permettra de faire gagner des bonus aux autres quoi. C'est vraiment des points qui est très bien. Oui, voilà, on est parti là-dessus. Les aptitudes, vous verrez le détail. Ok, et du coup maintenant on passe aux dieux. Alors, ça fait un moment qu'on les a pas vus ceux-là non plus. Ouais. Alors putain. Du coup, en choisissant votre race, vous choisissez vos caractéristiques de base. Et tout ce que vous allez pouvoir faire, tous les jets de dés que vous allez pouvoir faire. Faut que t'expliques ça. Ouais, je sais, j'allais y venir. Et les dieux, par contre, vous allez choisir en gros les pouvoirs que vous allez débloquer au fur et à mesure de votre aventure quand vous allez monter de niveau. Donc c'est vraiment deux choses très différentes. Et pour débloquer les capacités, vous voyez le prix qui est en PC, en points de compétence. Et ces points de compétence, vous les gagnez en passant de niveau. Vous voyez la colonne bonus. En fait, c'est le nombre de points de compétences que vous gagnez par niveau. Donc normalement, il y en a suffisamment pour que vous soyez pas malheureux. Par contre, on a fait en sorte que vous deviez faire des choix normalement. Vous ne pourrez pas avoir toutes les... Par exemple, en général, vous ne pouvez pas avoir toutes les compétences du niveau 20 parce que c'est ultra cheaté, donc il faudra choisir quoi. Voilà. Est-ce que c'est assez clair cette mécanique ou pas là? Je sais pas si c'est... Et du coup, comme avec les races, vous avez aussi un malus, un bonus de dieu. Donc là, vous voyez, si l'enfant d'Athéna utilise une arme lourde, il perd 20% à ses jets de persuasion. Parce que on considère qu'un enfant d'Athéna, c'est pas censé être un bourrin, donc il n'est pas censé se battre avec une arme lourde. Au contraire, s'il utilise une lance, qui est l'un des attributs d'Athéna, il acquiert 3 points de mouvement supplémentaires. Voilà, vous avez des... Donc il faut jouer là-dessus entre les malus et les bonus des races et les malus et les bonus des dieux
pour trouver ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous semble le plus à propos. Voilà. Bon, est-ce que tu veux faire une lecture à peu près des trucs Si tu veux, vas-y. C'est juste pour que, comme c'est moins long. Bon, du coup, alors donc la spécialité d'Athéna, donc on l'a marqué là-haut, c'est sagesse, stratégie, justice et artisanat. Donc on parlera peut-être plusieurs fois de déesse de la guerre aussi, mais en fait, contrairement à Arès, Athéna c'est la déesse de la guerre, mais côté stratégique quoi. Alors que Arès c'est la guerre de sang, la guerre de violence. De destruction voilà. et de Sang cruauté. pour le du sang. Donc C'est pas manichéen du tout. Donc au niveau 1, donc, vous avez la possibilité d'avoir une visibilité du combat qui ajoute 10 au score d'initiative. Donc au moment de... Alors le score d'initiative sera les dés à lancer pour savoir qui commence. Et du coup vous avez un bonus là-dessus. Repli stratégique, en situation normale, empêche les attaques d'opportunité en cas de repli. Voilà, vous avez la possibilité, normalement quand vous quittez une phase de combat, comment on appelle ça, vous exposez à une attaque d'opportunité de l'adversaire, ce qui ne sera pas le cas si vous achetez ça. Diplomatie légendaire, donc des avantages au jet de négociation. Coup d'avantage. Alors, il faut peut-être passer pourquoi il y en a qui sont en couleur. Voilà, ceux qui sont en couleur, ça veut dire qu'ils vont. Vous avez la même capacité évoluée en gros au stade d'après. Donc vous avez coup tactique au niveau 5, coup tactique élaboré au niveau 10 et coup tactique instinctif au niveau 15. Mais du coup, si vous n'avez pas pris le coup tactique au niveau 5, vous pouvez pas débloquer les deux autres quoi. Voilà. Sans prérequis. Voilà, donc vous avez donc le coup tactique, c'est des dégâts supplémentaires, le dressage de chouette, parce que c'est un des symboles de Athéna, la chouette. Vous pouvez avoir en compagnon une chouette qui peut détourner l'attention d'un adversaire. L'instinct guerrier, ce qui augmente à 15% le succès critique d'une action de combat, ce qui n'est pas dégueu, vu que ça fait un bonus de 10% quand même. Tactique avancée, c'est pas donc 2 actions de combat, donc vous pouvez attaquer 2 fois. Main de la justice perce de 60% de la vie restante d'un ennemi en cas de succès de jet de charisme. Vous avez la possibilité de faire ça 2 fois par jour. Et vestige de l'égide, pétrifie les ennemis aux alentours pendant 2 tours. Donc l'égide c'était le bouclier avec la tête de Méduse dessus qui pétrifiait ses ennemis. Voilà. Donc c'est ça, et qui appartenait à Athéna. C'est chouette Athéna. Bah oui, attends, c'est que le début, tu verras Arès. Oui, c'est une sorte d'humour en fait. Ouais. C'est quand même une déesse qui est plutôt chouette dans la mythologie. Voilà, donc, vous faites équipe C'est avec un doublon du coup. avec le chat. Ok, Apollon. Alors, vas-y, je te laisse tout la partie jeu, parce que c'est peut-être plus ta spécialité. Ok, du coup, Apollon, qui est donc le dieu des arts, de la musique, de la raison et de la guérison. Ça va être un petit peu le dieu curatif, qui va vous permettre... C'est le médecin, quoi. Hein. Voilà, c'est le médecin. Donc vous avez, en niveau 1, vous avez le soin primaire, qui refait gagner 1d6 de vie sur un allié. Tu peux l'utiliser 2 fois par jour. Connaisseur. Alors, non cumulable, ça veut dire que tu peux pas 2 fois sur la même personne. Voilà. C'est ça qu'on peut dire. Connaisseur, 5% de chance de trouver un objet plus cher lors d'une fouille, ce qui est plutôt bien pour fouiller. Soin avancé puissant, donc qui est... Ah oui, donc en fait les soins, on l'a divisé en 2. T'as le soin avancé... Oui, non, c'est ça. Bon, bref. Soin avancé puissant qui te fait gagner 1d10 sur un allié, 2 fois par jour, non cumulable aussi. Soin avancé multiple, ça te refait gagner 1d6, mais sur... non, attends. En fait, c'est la puissance de soin, soit c'est sur le nombre d'alliés, soit c'est sur la puissance de... Non, là tu peux l'utiliser 4 fois en fait. Il refait gagner moins de vie, mais tu peux l'utiliser 4 fois. Tandis que le premier, tu peux l'utiliser que 2 fois. Bard inspire un sentiment de grandeur et améliore de plus 3 ses propres talents de combattant ou ceux d'un allié. Donc c'est un petit peu la galvanisation de soi ou des alliés. Berceuse endort un ennemi en cas de succès de jet d'art, avantage au jet. Expert, 15% de chance de trouver un objet plus cher lors d'une fouille, donc c'est la suite de connaisseur. Maître poison, 2d6 de dégâts de poison pendant 3 tours, que tu peux utiliser 2 fois par jour. Et du coup là on arrive dans la deuxième phase des sorts de guérison, donc avant c'était pour une personne, et là, guérison de groupe fait gagner 1d10 de vie à toutes les créatures alentour, 2 fois par jour. Ouais, du coup comme c'est d'une autre couleur là, précisé, ils dépendent pas des soins d'avant, donc si vous les avez pas pris, vous pouvez quand même prendre cela.
Regard de braise qui immobilise tous les ennemis focalisés sur lui jusqu'au succès d'un jet de charisme. Parce que comme il est BG, les gens ils ont tendance à le regarder. Forme divine, 10% de chance de faire mourir un ennemi secondaire, donc pas les boss, ou de diminuer de 50% la vie restante d'un boss. De joie ou de tristesse, parce que, encore une fois, vous êtes très beau. Et enfin, la guérison massive de groupe qui refait gagner 1 des 10 plus 5 de vie à toutes les créatures alentour. Voilà. Donc, qui soigne bien. Et du coup, le malus de Dieu, si vous faites plus de 2 mètres, bah apparemment vous n'êtes pas très beau, sachez-le. Du coup, vous avez moins 5% de chance à tous vos jets de séduction. Et si vous utilisez un arc, comme c'est l'une des armes de prédilection d'Apollon, la portée de l'arme elle va gagner 5 mètres. Voilà. Voilou. Donc Artémis, la jumelle d'Apollon, donc déesse de la chasse, de la nature et de la discrétion, qui est plutôt axée nature, chasse et pêche, quoi, on mange du saucisson. C'est la bonne ambiance, quoi, les copains. Donc au niveau 1, vous avez oui perçante, donc un bonus de perception auditive. Vous avez piste fraîche, donc pour tout ce qui est investigation, lorsque vous cherchez à suivre quelqu'un, suivre une piste. Poids léger, bruit atténué en cas de saut, donc encore une fois c'est plutôt discrétion. Instinct de chasseur au niveau 5, en cas d'attaque surprise, vous avez un bonus. Dressage expert, vous avez un bonus pour dresser du coup les animaux. C'est assez bien foutu. Hein. Au niveau 10, vous avez l'appel de la forêt, donc il y a une nuée d'oiseaux qui fait perdre le tour de combat d'un ennemi, vous pouvez l'utiliser 2 fois par jour. Les amis de la forêt, c'est 2 animaux de compagnie que vous pouvez cumuler. Niveau 15, règne sauvage, donc c'est la suite d'amis de la forêt, vous avez 3 animaux cette fois-ci que vous pouvez dresser, domestiquer. Vous pouvez être une mamie à chat. Ouais, c'est ça. T'as quoi contre les mamies à chat? T'inquiète. Poussée fulgurante, vous emprisonnez un ennemi dans une cage d'arbres, parce que les arbres c'est sympa. Clair de lune, vous faites tomber la nuit pour les ennemis qui perdent du coup 5 mètres de portée parce qu'ils tirent moins bien dans la nuit. Vous avez des lianes alliées qui font sortir 2 lianes du sol qui restent pendant 3 tours et qui font des dégâts par liane. Vous pouvez utiliser qu'une seule fois par jour. Et enfin, en vol de l'aigle, vous avez 2 aigles qui viennent porter le héros jusqu'à 10 mètres du sol. Vous pouvez voler un peu, quoi. En malus de Dieu... Artémis, bon les 2 brebis. Si vous faites du mal à la nature, donc autrement que pour chasser, vous perdez 3 PV. Genre, si vous foutez le feu, ou si vous tuez par plaisir, Artémis, elle n'est pas... Les humains, vous avez le droit de buter tout ce que Oui, vous non, les humains, ça va. Par contre, pareil que pour Apollon, si vous utilisez un arc, vous pouvez décocher 2 flèches par tour. Du coup, il y aura des bonus si jamais vous faites des jets et vous écrasez une fleur. Hop là, 3 PV, hein. Artémis, ça va pas être contente, hein. Donc voilà pour Artémis. Il nous en reste 3, hein, si je dis pas de conneries, les dieux. Oh, non, 4. 4, c'est possible. Il me semble. Aphrodite. Et Estiale, ouais. Ok, donc Aphrodite, qui est donc déesse de la beauté et de la manipulation, et on dit ça sans sexisme aucun. C'est possible. Alors, Extrêmement belle. Donc, au niveau 1, beauté fatale. On essaye d'abandonner tout ce qui est stéréotype et... Déjà, à l'époque, ils connaissaient pas très bien. Ils étaient quand même assez égalitaires sur l'homme et la femme déjà de base, donc on a essayé de suivre cette idée. Du coup, beauté fatale fait perdre 8 points d'initiative à l'ennemi de son choix. Donc il jouera après vous pendant un tour de combat. Hein. Dans ta tête, 5% de chance de faire perdre la volonté d'attaquer un ennemi pendant un tour. Vous pouvez utiliser 2 fois par jour. Au niveau 5, vous avez désemparé. Tant que le jet de sauvegarde échoue, l'ennemi a 60% de chance de rater son coup. Mouvement interdit. Conflit interne, 50% de chance de retourner un ennemi contre son camp pendant un tour. Donc ça c'est sympa, vous faites un allié en plus, un ennemi en moins. Leurre, vous matérialisez une créature en corail qui prendra tous les dégâts. Donc ça porte bien son nom, encore une fois c'est un leurre. Éloquence divine, vous avez 20% de chance de manipuler un esprit faible. Diminution du pourcentage selon la résistance de l'ennemi.
conflit d'ampleur, 50% de chance de retourner un ennemi contre son camp pendant 3 tours, donc c'est pareil, c'est la suite de conflits internes. L'heure divin, qui du coup est la suite de l'heure où vous matérialisez 2 créatures qui prendront les dégâts à votre place. L'heure implacable, 3 créatures qui prendront les dégâts à votre place. Zizanie, vous avez 50% de chance de retourner un ennemi contre son camp pendant toute la durée du combat. Et 3ème guerre mondiale, vous avez... ouais, parce qu'en fait, en Grèce antique, ils n'ont pas encore eu la guerre mondiale. C'est pour ça. C'est direct la 3ème. Nous, on déconne pas. Vous avez 50% de chance de retourner tous les ennemis contre eux pendant 2 tours. Donc ils se battent, ils font leurs trucs. Et puis voilà. vous pouvez utiliser contemplation pour les regarder se battre. Ils sont attirés quand ils ont des capacités. Ouais, mais ça va. Et du coup, contemplation, le héros est immunisé à la magie. Donc, voilà. Le malus, si vous faites plus de 100 kg, encore une fois, apparemment, vous n'êtes pas beau. Donc, tous les prix de pouvoir augmentent de 1. Et donc, les pouvoirs, c'est ça. Hein, c'est pas les. Non, c'est ça. C'est ça, hein. Pouvoir. Bonus de Dieu, si l'enfant d'Aphrodite est d'orientation chaotique, il gagne 3% pour manipuler le sexe opposé. Parce que les femmes. Tu vas avoir des problèmes, toi. Arès. Tu veux le faire celui-là? Je sais que t'aimes bien tout ce qui est bourrin. Moi j'aime pas tout ce qui est bourrin, n'importe quoi. Bon, et du coup, voilà. Le dieu de la guerre, comme on l'a dit tout à l'heure, mais la guerre de sang, crime de sang. Au niveau 1, pluie de sang. Donc vous faites pleuvoir du sang, rien que ça, sur les ennemis qui perdent 3 points de mouvement. Vous avez le droit de le faire 2 fois par jour. Violence partagée, en cas de succès d'action d'attaque, 1d6 de dégâts sur un autre ennemi à portée. Donc c'est un dommage collatéral, quoi. Choc frontal, fait perdre la connaissance à un ennemi pendant un tour. Donc un coup de tête, finalement, mais un coup de tête du futur, quoi. Sur un ennemi plus petit, hein. Voilà. Oui, sur un ennemi plus petit. Oui, voilà. Chamboule tout, 40% de chance de succès sur l'envoi d'un ennemi proche et dont le poids est inférieur à 70% de celui du héros sur un autre ennemi. Alors elle est compliquée la phrase. Mais... Vous envoyez un ennemi sur un autre ennemi et chacun prendra des dégâts qui soit moins lourd que vous à 70%. Quoi. Voilà. Donc sur un ennemi ou sur un obstacle. Ouais, voilà, si vous lancez sur un obstacle, c'est l'ennemi lancé qui aura un D6 d'attaque, enfin de dégâts supplémentaires, et sinon un D4 pour chaque personne qui est touchée. Soldat à terre, donc diminue de 20% les dégâts d'une attaque ennemie sur un allié et partage le restant avec la personne sauvée. Donc c'est un peu, il faut sauver le soldat Ryan, quoi. Vous partagez les dégâts du frérot, quoi. Alors celui-là, c'est mon petit préféré. Résistance du marcassin, ouais. Alors réduit de 20% les dégâts frontaux reçus. Parce que le sanglier est un des animaux de prédilection d'Arès. Du coup, là c'est un petit sanglier, c'est un marcassin, un marcassonné. Réveil du titan, donc charge enragée sur un ennemi et fait 2d10 de dégâts perforants, plus exposition à une attaque d'opportunité. Donc ça c'est un peu chiant, donc vous prenez une attaque d'opportunité, mais bon, vous faites sa mère de dégâts, quoi. 2d10 en un coup. Si vous voulez un parallèle, c'est l'attaque chargée dans God of War du mec qui va comme ça, quoi. Le Fatality, ça c'était moi, j'aimais bien ça. 15% de chance d'arracher une partie du corps de l'ennemi. Voilà, donc ça c'est plutôt cool, hein, finalement. Chamboule tout amélioré, donc voilà, donc ça évolue juste le poids de l'ennemi et puis les dégâts qu'ils peuvent faire. Résistance du sanglier cette fois-ci, et plus du marcassin. Voilà, donc ça fait passer de 20 à 20% les dégâts. Appel aux armes, augmente le succès critique de toute l'équipe à 5% de 5% du coup, il y a une petite faute là, pendant toute la durée du combat. Du coup, vous passez à 10% de succès critique au lieu de 5, ce qui est assez avantageux en combat. Frappe massive, 2d6 de dégâts sur les ennemis alentours. Voilà, c'est une frappe massive, quoi, finalement. Malus du dieu, si l'enfant d'Arès est d'orientation bon, eh ben c'est pas bien. Il perd 15% ACG de charisme parce que tu ne peux pas être l'enfant d'Arès et être bon, c'est incompatible. Bonus du dieu, si l'enfant d'Arès porte une arme lourde, il gagne 1d6 de dégâts, donc c'est exactement l'inverse de la nymphe, c'est ça? Je crois. Avec l'arme lourde. D'Athéna, je crois. Athéna? Ouais, je sais plus, enfin voilà, donc c'est l'inverse. Voilà. Hermès.
prochaine. Donc Ah, Hermès, oui, c'est le dieu des voyages, du commerce, des voleurs, des routes, des commerçants, des artisans, des bergers. Bon, il a une liste Donc, longue comme le bras, ouais, et il a des grands bras. Et donc du coup, donc c'est le messager des dieux. Hein. Au niveau 1, il a souvenir de voyage. Vous pouvez parler 2 langues supplémentaires. Caducé, 20% de chance de soigner les dégâts de poison. Déplacement rapide, vous avez plus 6 points de mouvement, donc vous pouvez utiliser 3 fois par jour. Au niveau 5, vous avez discrétion du voleur. En cas de succès de déplacement silencieux, vous pouvez faire 1 des 6 de dégâts d'opportunité. Aux aguets, vous avez 30% de chance de ne pas être soumis à la surprise d'une attaque. Expérimenté, vous avez la priorité sur la fouille, vous pouvez utiliser 1 fois par jour. Discrétion instinctive, donc c'est l'amélioration, vous faites 2d6 de dégâts d'opportunité. Tout doit disparaître, vous faites moins 15% sur tout achat. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les soldes qui arrivent. Maître discrétion, en cas de succès de déplacement, donc 3d6 de dégâts d'opportunité. Déplacement éclair, déplacement fulgurant le rendant invisible aux yeux des ennemis, 3 fois par jour. Vous avez le glas, vous exécutez un ennemi secondaire au bout de 3 tours. Donc c'est assez sympa. Vous marquez un ennemi, vous savez que dans 3 tours, le mec est mort. Pour les boss, vous ne coûterez que 40% de la vie. Larcin, 30% de chance de voler un ennemi, 10% en cas d'objet visible pendant une action de combat. Donc vous l'utilisez 3 fois par jour, pareil, non cumulable. Donc s'il a son arme dans la main, vous pourrez le voler, mais bon, ça descend à 10% quoi. C'est le passif. Pardon. C'est du dopage. Du dopage. Malus de Dieu. Si vous êtes dans l'orientation loyale, vous perdez 20% à vos jets de supercherie, parce que c'est quand même censé être un voleur. Et bonus de Dieu, si vous êtes dans l'orientation chaotique, vous gagnez 5% dans une action de vol. Donc au niveau vol, lui, ça va être sympa. C'est un filou. Héphaïstos, il en reste 2. Non, un seul. Il reste Callisto, je crois. Ouais, en fait, ce serait 15% pour voler d'un niveau. Bon, faut arriver au niveau 1. Oui, voilà. Du coup, Héphaïstos, donc dieu de la forge, du feu, des métaux. Donc, au niveau 1, vous avez homme du métier, insensible aux dégâts de brûlure. Moyen du bord, supprime un élément nécessaire à la fabrication d'une arme. Aguerri, diminue de 15% le prix d'une arme. Pourquoi tu rigoles? Parce que si imaginez, je vais me faire les pays, je vais pas faire, c'est pas grave. Ouais, c'est un détail, c'est bon. Moyen du bord. Au niveau 5, vous avez secousse, coup de poing au sol qui fait diminuer d'un des 4 la vie de toutes les créatures alentour. Vous avez habitude, diminue de moitié le temps de réparation d'une arme. Vous avez armoire à glace, diminue de moitié les dégâts reçus, parce que Héphaïstos, il est quand même un peu costaud. MacGyver, donc supprime 3 éléments nécessaires à la fabrication d'une arme. Donc là, si t'as ni métal, ni pierre aiguisée, voilà. Même si t'as pas de main, bon, tu te débrouilles. Hein. On se démerde. Mais non, mais c'est parce qu'il est fait apparaître, c'est un dieu, ça va. Bah, ouais, tremblement de terre, coup de poing au sol qui fait diminuer de 2d4 la vie de toutes les créatures alentour. Donc parce qu'il tape fort aussi. Colère divine, donc c'est la même chose, sauf que c'est 3d6 de dégâts. Laideur, 10% de chance de faire fuir un ennemi secondaire de peur, parce que vous êtes très laid. Bouclier, 5% de chance d'annuler les dégâts reçus. Fourmi, 25% de chance de faire tomber un ennemi faisant jusqu'à 10 fois son poids. Donc, contrairement à Arès qui pouvait soulever les petits bonhommes et les balancer. Bah, vous pouvez soulever Arès. Voilà, vous pouvez soulever Arès. Baisse les yeux. 50% de 50% de chance de faire rater l'attaque de l'ennemi 3 fois par jour. Et du coup, le malus de Dieu, ça faudra qu'on le change. Parce qu'à la base, vous étiez censé cocher des caractéristiques. Mais bah, du coup, on mettra un pourcentage, il faut que ce soit en dessous d'un certain pourcentage. Ouais, voilà. Donc si vous êtes en dessous d'un certain pourcentage, vous perdez 20% de la réparation de la création d'armes. Et si vous vous battez avec un marteau, vous gagnez 1d6 de dégâts de brûlure. Voilà. Parce que les marteaux, c'est chaud. C'est pas ça qu'on dit? Je sais pas, je connais pas le marteau. Pour ce qui est d'Estia, c'est ma petite préférée, moi, Estia, j'aime bien. Alors, déesse du sacré du foyer de la galvanisation.
Au niveau 1, foi inébranlable, insensibilisé à l'intimidation, ce qui peut faire la différence, hein, mine de rien, parce que l'intimidation, il y en a 2-3 quand même dans les jeux de rôle. Réunion de famille, puisque la déesse du foyer. En cas de succès de galvanisation, faire gagner 1 point d'initiative à l'équipe, une fois par combat. Donc ça permet de prendre l'avantage sur les ennemis, ça. Lutter pour sa vie, 65% de chance d'avoir un bonus de 2 au jet de survie d'un joueur, pas forcément vous. Apaisement instantané, confère un repos total et instantané, donc une nuit de sommeil à toutes les créatures alentour, sauf vous, une fois par jour. Rayonnement sacré, peut s'illuminer. Voilà, c'est pratique. Bah, la lumière, c'est utile en ce moment. Malédiction brûlante, sacrifie 3 tours pour faire éclater un anneau de feu, 2d6 de dégâts de brûlure pour chaque créature touchée. Donc, voilà, donc ça a des dégâts de zone quand même, donc ça fait pas mal de dégâts. Buridan, en rapport avec l'âne, parce que c'est son animal totem, ça, c'est pas ça, non? L'âne, on avait vu ça. Je crois que c'est une autre, je sais plus qui c'est. On l'a fait, Bref. Bref. Deux solutions avantageuses offertes par les MJ, une fois par jour, donc ça c'est en échange d'un petit pourboire, on s'arrange. Oubli de soi, prends le contrôle d'un ennemi pendant un tour, mais prends 1d6 de dégâts par tour. Voilà. Abnégation, donc c'est l'évolution, contrôle d'un ennemi pendant 3 tours au lieu d'un. Vous gardez le même nombre de dégâts par contre. Sacrifice, du coup, après ce sera pendant 5 tours. Ouais, c'est juste pour finir avec ça. Kitrino Guilé, je sais pas ce que c'est ça. Ça veut dire gilet jaune. Ça veut dire gilet jaune, d'accord. Je me souviens plus. En grec? Ouais. C'est ça. Créer un bouclier d'alliés pour un tour. Ils se retournent à leur place à la fin du tour. Donc 2 fois par jour. Et idole des foules augmente de 10% les statistiques principales de chaque joueur. Une fois par jour. Voilà. Okay. Pour ce qui est du malus de Dieu, si l'enfant d'Estia est d'orientation mauvais, Estia Anne de Bretagne. Ah oui, astucieux. Donc 1% de succès à tous les jets de galvanisation, donc c'est un peu chiant. Si l'enfant d'Estia est d'orientation bon, il gagne une clairvoyance divine capable de sentir une intervention divine, qui peut arriver. Voilà. Au niveau de l'annexe, tu veux... Vas-y, je t'en prie. Donc pour les humains, donc on a les cultes et les styles de combat. Donc les styles de combat, vous avez les archers, duel, donc c'est corps à corps à une main. C'est ça, corps à corps à une main, sans arme dans l'autre, oui c'est ça. Arme à 2 mains, donc vous avez certains bonus parfois. Protection, quand vous avez une attaque autre que vous-même, qui se trouve à 1m50 ou moins de vous, vous pouvez utiliser votre réactivité pour imposer un désavantage à son jet d'attaque. Si vous êtes combat à 2 mains ou sorcier, bon voilà. Tout ça. Pour les cultes, vous pouvez faire tous ceux qui ont été cités à... non, il n'y a même pas Estia. Non, donc en fait, on a fait évoluer un peu les trucs, mais donc vous pouvez faire avec Artémis, Apollon, Arès, Aphrodite, Athéna, Héphaïstos, Hermès, ceux qui étaient déjà présents, et vous pouvez louer un culte à Héra et Pan également. Et Héra, déesse du mariage, des femmes, enfin femme épouse de Zeus aussi, etc. Et Pan, dieu de la nature, des satyres, et voilà, c'est d'où la flûte de Pan. Et donc du coup pour les nymphes, on avait dit, donc voilà, donc il y avait bien eau, bois, feu, pierre et vent. Voilà. Alors, quand on dit au bois, non, rien à voir avec l'instrument, vraiment. Voilà. Et du coup, on est carré là-dessus. Bon, ça fait beaucoup d'infos, hein, et de toute façon, on répondra à vos questions pendant le jeu de rôle, parce que je pense que tout ne sera pas maîtrisé tout de suite. Mais du coup, déjà, ça vous donne une idée. Qu'on fait peut-être une petite présentation de la fiche de perso pour... Oui, vas-y. Sauf si c'est clair pour tout le monde, mais je sais pas s'il y avait en voie de la dernière fiche de perso. Je ne pense pas. Si tu l'avais mis en ligne, c'est tout. Je crois pas. Enfin, du coup, ça a un peu changé par rapport à celle qu'on avait envoyée du coup. Est-ce que tu peux en renvoyer peut-être? Oh là là, la version est dégueulasse. Alors, on fera plus tard peut-être la fiche de perso. De toute façon, ils pourront pas la voir si ils ne voient pas. Comment? Tu vas vouloir l'afficher sur le Twitch, non? Ouais.
Du coup, ils pourront pas l'avoir. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé de l'envoyer. Mais... Ah. Bah, c'est juste pour présenter les grands points, quoi, pour qu'ils puissent le faire quand ils veulent. Et ouais, je suis même pas sûr de l'avoir en fait. Pas sûr de l'avoir. Ben, je suis pas sûr de l'avoir en local. Est-ce que ça va faire bizarre si je fais ça? Non, ça va. Ah oui, alors, du coup, il y a un paramètre important qu'on n'a pas dit en début. Mais du coup, ça va se... Je vais leur partager. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait là? Tac. Et tac. C'est ça que je voulais faire. Ouais, du coup, Erwan va vous envoyer la fiche de perso. Juste une chose importante qu'on n'a pas dit en début de live, comme on aurait dû dire, c'est que du coup, vous avez l'histoire de votre personnage à écrire, ce qui s'est passé avant et tout, ça c'est à votre appréciation. Et on avait décidé avec Erwan que si vous voulez ajouter des détails, par exemple dire que votre personnage a jamais connu ses parents, qu'il a été battu par sa famille d'accueil et qu'il est parti dans la quête, qui est parti à la base à la recherche de ses parents, c'est le genre d'informations qu'on peut inclure dans l'histoire. Donc si vous avez envie de mettre des informations qui vous font marrer ou qui représentent la personnalité de votre personnage, bon, dans la limite du raisonnable, hein, vous mettez pas 50 000 trucs, mais si vous mettez quelques petits éléments, on pourra les inclure dans l'histoire et vous donner des éléments de réponse sur des interrogations que vous vous posez, que votre personnage se pose, quoi. Voilà, on a décidé qu'on essaierait de faire ça. Donc la partie histoire, vous n'êtes pas obligé, hein, mais du coup sur la partie histoire de votre personnage, si vous avez envie, n'hésitez pas à rajouter ce genre de choses. Tu t'en sors, Erwan? Ouais. Du coup, sinon, au niveau de la présentation, c'est assez classique, hein. Donc, il y a les caractéristiques de base, les points de vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera la taille plus la constitution divisé par 10. Les dés de vitalité, ce sera pour récupérer des points de vie et pour gagner des points de vie à la fin de chaque niveau, donc pour augmenter vos points de vie. Et donc, on a fait aussi la possibilité d'avoir des jets de sauvegarde. Donc, c'est-à-dire que à un moment où ça devient très critique et que vous êtes à la limite de mourir, vous allez devoir faire 3 lancers de dés, qu'on appelle les jets de sauvegarde. Et si vous avez au-dessus de 2, enfin si vous avez 2 ou 3 succès sur 3, vous restez en vie et puis il se passe des choses autres. Par contre, si vous avez 2 échecs ou plus de sauvegarde, vous décédez. Tout simplement. Ou alors vous avez des dégâts très très graves en fonction de l'humeur des MJ, mais donc voilà. Au niveau de la capacité de pactage, on a marqué aussi là-dessus. On a fait un truc assez basique, c'est que on va déterminer ensemble quelle est votre capacité de pactage, et vous avez 3 états, donc soit normal, soit encombré, soit très encombré. Et en fait, vous pouvez toujours emporter plus si vous voulez, mais vous passez dans un autre état qui vous donne des malus après. Donc à l'état encombré, vous avez un malus de 5% et très encombré de 10% sur des jets de force, de dextérité ou de constitution. Voilà. Sinon, il y a les compétences qu'on a dites précédemment et les objets. Donc vous pouvez avoir des armes, des objets spéciaux ou des objets classiques. Et le dernier encart, c'est pour la partie histoire. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Erwan. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Je déduis que c'est non. Pour l'instant, non. Ok. Je vais vous dire. Ok. Eh bien, du coup, plusieurs possibilités. Déjà, si vous avez besoin d'aide pour vos fiches de perso, n'hésitez pas à nous demander. Ensuite, il va falloir juste, avant de commencer la petite intro, peut-être on peut essayer de tabler sur la prochaine séance, en fonction des disponibilités de chacun, pour savoir quand est-ce qu'on peut commencer. Est-ce que vous avez
est-ce que vous avez des disponibilités ou des indisponibilités? Faut juste me prévenir à l'avance, quoi. Ok, mais vous préférez qu'on vous propose une date et vous nous dites oui ou non ou, Enfin, faire un genre de planning, on est quand on est dispo. on peut faire ça. Je pense que c'est plus simple. Est-ce que Ah, vous pensez, vous pensez avoir besoin de combien de temps à peu près pour faire votre fiche de perso? Je pense que ça peut être assez long quand même, donc je pense entre une semaine et demie et 2 semaines, non? Ça vous va? Ouais. Je sais pas en fait, en fonction de vos disponibilités, là, peut-être qu'il y a certains qui sont en vacances en ce moment, mais ça va peut-être changer, donc je sais pas. Moi, juste, je reviens là, je pars demain, je reviens vendredi soir. Ok, bon, bah du coup, pour la prochaine séance, du coup, l'idéal ce serait que vous ayez fait vos fiches de perso, comme ça vous pourrez vous présenter aux autres. Si vous pouvez, quand vous avez fini vos fiches de perso avant la prochaine séance, nous envoyer si vous avez ajouté des éléments justement particuliers, la partie histoire et tout ça, enfin, les fiches de perso si vous pouvez nous les envoyer avant la séance, histoire que nous on améliore, enfin qu'on module notre histoire en fonction de ça. Et voilà, et du coup bah, on vous proposera une date, et puis vous nous direz ce que vous en pensez, quoi. Ok. Et bah du coup, tu pars sur la petite intro? Ouais. Alors, bah, vas-y, je t'en prie. Là, tu... Ouais, non. Vas-y. Le jour était tombé depuis plusieurs heures déjà. Jamais nuit n'avait eu d'aspect plus fatidique que celle-ci. Les animaux, gros et petits, s'agitaient. Le silence était assourdissant, et même les étoiles semblaient en proie à un puissant trouble. Dans la lande, seul le chant du vent qui couche l'herbe sur la colline se faisait entendre. Soudain, une silhouette émergea de l'obscurité. Une grande ombre informe qui s'est découpée sur le ciel pourtant sombre lui aussi. L'obscurité était telle qu'il était impossible de distinguer réellement s'il s'agissait d'une unique entité. Elle sembla hésiter. Ses gestes devinrent plus brusques, moins coordonnés. Bien que le vent emportait les bruits du paysage, un grondement se fit entendre lorsque la silhouette révéla un objet qui refléta la lumière de la lune. La chose souleva lentement ses 2 mains jusqu'au-dessus de sa tête. Le temps sembla s'arrêter et les éléments retenirent leur souffle. Alors la silhouette abattit brusquement l'objet de haut en bas, semblant fendre le vide. Mais contre toute attente, elle rencontra une résistance à mi-hauteur, comme plantée dans un corps invisible, mais bien consistant. Un insupportable cri de douleur se fit entendre, et l'artefact commença à trembler, de plus en plus fort, et à briller, de plus en plus intensément, jusqu'à ce qu'une lumière extrêmement vive ne se déploie et n'éclaire brièvement la scène. La lumière était cependant trop vive pour que l'on y distingue quoi que ce soit. Il devint alors impossible de garder les yeux ouverts. Lorsqu'il fut de nouveau possible de les ouvrir, la silhouette et l'objet gisaient à terre, mais l'insupportable cri retentit encore plusieurs longues secondes. La nuit s'agita. La tension dans l'air était palpable. Le vent hurla de plus belle. Les oiseaux piaillaient dans les branchages. Le gibier s'empressa de se mettre au couvert derrière les arbres. Le sol lui-même sembla grouillé d'une multitude de créatures invisibles. Soudain, le cri s'arrêta. Les fourmillements cessèrent, les animaux s'immobilisèrent et la tension redescendit instantanément. Le silence était total. La nuit devint d'une profondeur abyssale. Les étoiles s'éteignèrent une à une. La lune disparut derrière un épais rideau de ténèbres, comme suggérant qu'elle n'eût jamais existé. La nuit, déjà noire, devint dense et compacte, à tel point qu'il devint presque difficile de s'y mouvoir. Un long frisson parcourut le dos de toutes les créatures assistant à la scène. La silhouette ramassa l'objet brisé avant de se dissoudre dans l'obscurité. De longues minutes s'écoulèrent sur le monde immobile, comme pétrifié. Puis la nuit retrouva peu à peu ses étoiles, la mélodie tranquille des animaux nocturnes, et le vent put souffler à niveau. Une voix, grave comme sortant directement des entrailles de la terre, sombre, profonde comme le tonneau des Danaïdes, et brûlante de colère, se fit entendre. « Aedra Dawn !» Voilà pour petite introduction. Vous pouvez l'écrire? Comment? Vous pouvez l'écrire? Ouais, vous pouvez me l'envoyer. Ouais, on vous enverra ça. Ça marche. Du coup, oui, bon, vous saurez un peu plus sur ce qui vient de se passer actuellement, du coup à la prochaine séance. Du coup voilà, merci
à tous d'avoir été là ce soir, c'était cool. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à revenir hein, si vous avez des questions ou besoin de nous sur les fiches de perso surtout. Voilà. On peut rien dire, non? Non, ça va. On peut conclure là-dessus du coup si ça va. Et alors il a dit quoi à la fin? Il a dit Hydradun. encore une fois. Hydradun. Il a Il s'est entraîné. Il a une belle voix. Ouais, t'inquiète. Donc voilà. Depuis Donc, que j'ai laissé pousser la barbe, il y a des il y a des bagarres. bon bah voilà. Je pense qu'on n'a rien oublié. Enfin, en tout cas, on a fait tout ce qu'on avait dit qu'on dirait. Voilà. Compliqué cette fois. Bon, bah du coup, je dis au revoir À la Twitchosphère. à la Twitchosphère. Et on se dit à la prochaine. Du coup, donc le live sera rediffusé ensuite sur YouTube. Et du coup, à la prochaine pour les autres. Coucou. Salut!